Une date gravée dans la mémoire européenne. Des vies basculent. Un simple camion entre dans le tunnel du Mont Blanc et quelques minutes plus tard, le tunnel de 11,6 km, présenté pendant des décennies comme un exploit du génie humain, se transforme en piège mortel. La température dépasse les 1000 degrés, la fumée envahit tout. Les secours n'arrivent plus à avancer, des automobilistes restent bloqués sans comprendre ce qu'il se passe. Et au final, 39 personnes vont mourir. Le plus fou dans cette histoire, c'est que tout ne s'explique pas seulement par l'incendie d'un camion. Ce drame est aussi l'histoire d'un tunnel étroit, de systèmes de sécurité dépassés, des erreurs humaines et des mauvaises décisions, et d'une catastrophe annoncée que beaucoup redoutaient déjà sans vraiment l'affronter. Aujourd'hui, on va revenir en détail sur l'une des plus grandes catastrophes autoroutières de l'histoire, l'incendie du Mont Blanc. Pour comprendre la catastrophe, il faut revenir bien avant 1999. Dans les années 50, relier la France à l'Italie à travers les Alpes était un cauchemar logistique. Les cols de montagne sont dangereux. L'hiver, ils ferment pendant des mois et traverser cette zone prend un temps fou. Alors un projet gigantesque naît. Percer un tunnel sous le Mont Blanc entre Chamonix, côté français, et Courmayeur, côté italien. À l'époque, c'est un chantier presque insensé. Le tunnel doit faire 11 km 600 sous l'une des zones montagneuses les plus impressionnantes d'Europe. Le tunnel est creusé dans du granit, à près de 2 km sous la montagne. Et surtout, il doit être percé depuis les deux côtés en même temps, avec les moyens technologiques des années 60. Donc ce qui veut dire, pas de GPS, pas de satellite, et non plus pas de système moderne de positionnement. Des géomètres et des alpinistes vont donc faire des relevés extrêmement précis depuis le massif du Mont Blanc pour permettre aux équipes françaises et italiennes de se rejoindre presque parfaitement au centre. Et c'est exactement ce qui va se passer. Après 3 ans de travaux titanesques, les deux galeries se rejoignent en 1962 avec seulement 13 cm d'écart. C'est vraiment peu. Pour l'époque, c'est un exploit monumental. En 1965, le tunnel est inauguré en grande pompe. Ce n'est pas juste un ouvrage routier, c'est un symbole de modernité et de coopération franco-italienne et de progrès. Mais dès le départ, il porte en lui une faiblesse. Parce qu'un tunnel aussi long, aussi profond, aussi fermé, peut devenir en cas d'incendie un endroit absolument infernal. Au moment de son ouverture, le tunnel du Mont Blanc est vu comme une révolution. Traverser la frontière devient rapide, les vacanciers gagnent un temps énorme. Le commerce entre le nord et le sud de l'Europe est facilité. Le problème, c'est que le tunnel n'a pas été conçu pour le trafic qu'il va connaître ensuite. Au fil des années, la circulation explose. Et avec elle, le nombre de poids lourds va aussi exploser. Dans les années 90, près de 800 000 camions par an passent par le tunnel. Le transport de marchandises représente une part énorme du trafic. Et là, on change complètement d'échelle. Parce qu'un tunnel, pensé à l'origine pour fluidifier les traversées alpines, devient progressivement une artère logistique majeure pour l'Europe. Le tunnel reste pourtant très étroit, environ 7 mètres de chaussée. Les véhicules roulent dans les deux sens, les distances de sécurité sont mal respectées, l'air y devient très lourd. Et surtout, en cas d'incendie, les marges de manœuvre sont quasiment nulles. À l'époque, les systèmes de sécurité existent, mais ils sont loin d'être au niveau qu'on considérait aujourd'hui comme acceptable. Il y a bien des bouches d'aération, un système d'extraction des fumées, des abris de secours tous les 600 mètres. Mais tout cela repose sur une chose ancienne. Pendant 34 ans, seulement 2 simulations sont organisées dans le tunnel. Autrement dit, on exploite un ouvrage ultra sensible avec un trafic massif, sans tester sérieusement ce qui se passerait en cas de vraie catastrophe. Et c'est là que se cache le vrai danger. Le tunnel fonctionne tellement longtemps sans drame qu'un faux sentiment de sécurité s'installe. Tant qu'il ne se passe rien, tout le monde finit par croire que tout va bien, alors qu'en réalité les conditions du drame sont déjà toutes réunies. Nous sommes le 24 mars 1999. Ce matin-là, un chauffeur routier belge, Gilbert Degrave, prend la route en direction de l'Italie. C'est un professionnel de la route, il est expérimenté. À vrai dire, il a des années et des années d'expérience de route devant lui. Et surtout, il connaît bien le tunnel du Mont Blanc. Son camion transporte une cargaison qui paraît totalement banale. Environ 9 tonnes de margarine et 12 tonnes de farine. En soi, sur le papier, rien n'évoque une catastrophe imminente. Mais
attention, avant d'entrer dans le tunnel, les poids lourds passent par une zone de régulation. C'est comme un petit péage. En gros, c'est pour contrôler qu'ils ne transportent pas des matières dangereuses. Le camion de Gilbert Degrave est autorisé à passer. Vers 10h46, il entre dans le tunnel du côté français. À ce moment-là, rien ne semble anormal. Mais à peine quelques minutes plus tard, alors qu'il avance vers l'Italie, certains conducteurs venant en sens inverse commencent à lui faire des appels de phare. Du coup, le chauffeur ne comprend pas. Il regarde son tableau de bord, aucun voyant qui s'indique, rien. Puis en regardant son rétroviseur, il aperçoit de la fumée qui s'échappe de son propre camion. Et là, tout bascule. Quand Gilbert Degrave comprend que quelque chose brûle sous son camion, il fait ce que la plupart des gens feraient, il s'arrête. Et c'est peut-être à cet instant que l'irréversible commence. Selon plusieurs analyses, tant que le camion roulait, le flux d'air autour du véhicule empêchait peut-être l'embrasement total. Mais une fois à l'arrêt, les conditions changent brutalement. Et c'est là que le feu va prendre. En quelques secondes, la situation devient incontrôlable. Le chauffeur essaie de réagir, il descend, il tente de comprendre d'où vient la fumée. Il veut saisir son extincteur, mais il est déjà trop tard. Le camion devient une boule de feu. Gilbert Degrave abandonne alors son véhicule et court vers la sortie italienne. Il parvient à sortir vivant du tunnel. À partir de là, le tunnel ne va plus seulement être le théâtre d'un incendie, il va devenir une machine à piéger. Le camion est immobilisé à peu près au milieu du tunnel, autour des 6 km. Et cette position est catastrophique, parce qu'elle bloque l'axe principal, parce qu'elle coupe le tunnel presque en deux, et parce qu'à cet endroit précis, toute erreur de gestion va avoir des conséquences démultipliées. Dans une catastrophe comme celle-ci, les premières minutes sont décisives. Et c'est là qu'on peut encore stopper l'entrée des nouveaux véhicules, lancer les bonnes procédures, évacuer et donner une chance de survie aux personnes déjà engagées. Mais au tunnel du Mont Blanc, ces minutes cruciales sont perdues. Côté français, le régulateur, malheureusement, n'est pas à son poste. Et malheureusement, du côté italien, le système d'alerte d'incendie et de désenfumage est désactivé. Veuillez patienter, vous allez être mis en relation avec un opérateur. Désolé, aucun opérateur n'est disponible pour le moment. Veuillez réitérer votre appel dans quelques instants. Merci. Résultat, pendant que le camion brûle déjà, d'autres véhicules continuent à entrer dans le tunnel. Des deux côtés, des automobilistes, des routiers, des voyageurs s'engagent donc sans le savoir dans un piège mortel. Ils avancent normalement jusqu'à se retrouver bloqués dans un bouchon. Et à ce moment-là, ils ne voient pas encore le feu, ni la fumée. Ils ne comprennent pas ce qui se passe encore actuellement. Mais très vite, la fumée arrive. 10h54, l'alerte est finalement donnée par un automobiliste depuis une borne d'appel. Mais le mal est déjà fait. Le péage français ne ferme qu'à 10h55. Le péage italien, lui, ferme encore un peu plus tard. Quelques minutes seulement, mais dans ce genre de drame, quelques minutes suffisent à condamner des dizaines de personnes. Très vite, les pompiers interviennent. Mais eux aussi vont se retrouver confrontés à une situation presque impossible. De base, un tunnel dispose d'un système de ventilation et d'extraction des fumées. En théorie, cela doit permettre de contenir l'incendie et de faciliter l'intervention. Mais malheureusement, en pratique, rien ne va se passer comme prévu. D'abord, la fumée devient extrêmement dense. Les caméras de surveillance ne voient presque plus rien. Les communications tombent ou deviennent inutilisables. La visibilité dans le tunnel, on ne voit presque plus rien. Mais quand je dis rien, c'est rien. Ensuite, un élément météo va tout changer. Le Foehn, un vent sec de la vallée de Chamonix. Au lieu de pousser naturellement les fumées vers l'Italie, l'air les repousse du côté français. Donc les fumées reviennent précisément dans la zone où les secours français tentent d'avancer. Et puis vient le problème le plus grave, la coordination. Les équipes françaises et italiennes essaient de se coordonner pour gérer la ventilation. L'idée est simple, orienter les fumées d'un côté pour dégager l'autre. Mais à un moment crucial, les actions menées de part et d'autre ne se complètent pas correctement. Au lieu d'aider à contenir l'incendie, l'air envoyé dans le tunnel contribue à l'alimenter. Ça fait que de l'empirer. Autrement dit, on ajoute de l'oxygène à un feu déjà monstrueux. Et là, les pompiers sont confrontés à une scène absurde et terrifiante. Ils ne voient rien. Ils respirent un air toxique. Et ils ignorent combien y a-t-il de personnes dans ce tunnel. Et ils avancent dans un tunnel qui devient lui-même une fournaise. Certains d'entre eux, un des pompiers, va se retrouver piégé à l'intérieur. Pour comprendre pourquoi l'incendie est devenu si violent, il faut parler du camion en lui-même. Ce n'était pas un simple poids lourd vide, c'était un camion frigorifique. Donc ce qui veut dire, avec un moteur principal, le moteur du frigo, des matériaux isolants, du carburant et une caisse contenant des éléments inflammables. Mais surtout, sa cargaison va jouer un rôle majeur. La margarine, quand elle chauffe et fond, elle devient
un combustible redoutable. Elle dégage une puissance calorifique énorme. Ajoute à ça le polyuréthane de la caisse, les matières plastiques, le gasoil, le confinement du tunnel. Et avec ça, tu obtiens un scénario extrême. La température grimpe à plus de 1000 degrés. À ce niveau-là, le bitume fond, le béton se fissure, la voûte, elle souffre, les équipements cèdent et personne ne peut s'approcher du foyer. Un expert l'a résumé de façon brutale. Dans un tel feu de camion, il est pratiquement impossible d'éteindre l'incendie avec des moyens classiques. À ce stade, ce n'est plus un feu normal, c'est un brasier. La plupart des personnes piégées dans le tunnel ne sont pas mortes brûlées vives. Elles sont mortes asphyxiées. Le principal danger dans un incendie de tunnel, ce ne sont pas forcément les flammes, ce sont les fumées toxiques. D'abord, parce qu'elles empêchent de voir. Ensuite, parce qu'elles nous désorientent. Et surtout, parce qu'elle contient du monoxyde de carbone. Quand les véhicules se sont retrouvés bloqués, beaucoup de conducteurs ne comprenaient pas encore l'ampleur du danger. Pour eux, ils voyaient juste une file arrêtée, un bouchon, une petite anomalie de la route quoi. Et puis quelques minutes plus tard, la fumée est arrivée. Et à partir de là, tout s'est joué très vite. Certaines personnes sont restées dans leur véhicule, d'autres ont tenté de fuir à pied. Et d'autres personnes ont tenté de rejoindre les abris. Mais malheureusement, dans ces conditions, courir n'est pas forcément une garantie de survie. Parce que les fumées avancent vite, la visibilité disparaît, et l'orientation devient presque impossible. Et les abris de l'époque, censés protéger, se relèvent eux-mêmes défaillants. Même certains ne sont même pas assez étanches, donc la fumée passe à travers. Et même les pompiers qui se réfugient dans les bouches de sécurité ne sont pas en sécurité. À un moment, des secours vont survivre allongés au sol, la tête cachée sous leur veste, au-dessus d'une bouche d'air, en attendant l'amélioration. Et donc là, on parle de professionnels. Alors t'imagines toi pour les automobilistes, eux qui sont pas entraînés à rien, et qui sont piégés au milieu des fumées? L'incendie va durer bien plus longtemps de ce qu'on peut l'imaginer. Les secours doivent refroidir l'ouvrage, progresser lentement, sécuriser la structure. Au total, la lutte contre l'incendie va durer 53 heures. Et ce n'est qu'au bout de 2 jours que les équipes peuvent véritablement atteindre le cœur de l'incendie. Ce qu'ils vont découvrir est effroyable. Des carcasses de voitures, des poids lourds détruits, des restes humains. Et une portion entière du tunnel ravagée par la chaleur. Le bilan au final est de 23 morts, dont un pompier français et un secouriste italien. À l'époque, c'est un choc immense. Même pour aujourd'hui d'ailleurs. Parce que dans le monde entier, jamais un incendie de tunnel n'avait fait autant de victimes. Et surtout parce que ce drame montre quelque chose de profondément dérangeant. Ce n'est pas seulement un véhicule qui a brûlé, c'est tout un système défaillant. Après ce drame, le tunnel de Mont-Blanc va fermer ses portes pendant 3 ans. Il faut réparer les dégâts structurels, reconstruire certaines parties et surtout repenser entièrement à la sécurité. Près de 400 millions d'euros vont être investis pour réparer le tunnel. Le tunnel rouvre le 9 mars 2002 avec un dispositif radicalement transformé. Parmi les grands changements, des capteurs et détecteurs de partout, plus de 150 caméras, des abris pressurisés beaucoup plus fréquents tous les 300 mètres, reliés à une galerie de sécurité. Des systèmes de contrôle de l'air beaucoup plus avancés et une présence permanente de pompiers. Des véhicules d'intervention ultra spécialisés sont aussi développés, capables d'opérer dans des conditions de visibilité quasi nulles. Mais la vraie leçon de cette catastrophe dépasse le tunnel. Partout en Europe, on prend conscience que les tunnels routiers sont des environnements à très haut risque. Des milliards d'euros sont ensuite investis pour remettre aux normes ce tunnel. Parce qu'après 1999, plus personne ne peut faire semblant de croire qu'un grand tunnel est sûr, simplement parce qu'il n'a pas encore connu de catastrophe. Et voilà, on est à la fin de cette vidéo, donc si cette histoire t'a marqué, n'hésite pas à me le dire en commentaire, n'hésite pas à t'abonner pour plus de vidéos. C'était Sombrevis, ciao ciao.